Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 56e épisode. Dans cet épisode, je vous présente une introduction à un sujet qui est très intéressant, très mal compris, sur lequel il existe énormément de tabous. Ça fait partie des sujets qui sont les plus sensibles, les plus délicats à aborder, les plus difficiles à étudier, et sur lesquels existe un nombre absolument colossal de mythes, d'idées reçues et d'idées fausses. Je vais vous parler du travail du sexe, ou TDS, dans le BDSM. Première partie, quelques définitions et les difficultés pour parler du travail du sexe. Avant tout, il faut évidemment que je vous explique qu'est-ce qu'on entend par travail du sexe, ou TDS en abrégé. Vous aurez remarqué que j'ai dit travail du sexe, j'ai pas dit travailleur ou travailleuse, pour éviter de tomber dans les stéréotypes sexistes, parce qu'en général on dit toujours travailleuse, de la même façon qu'on dit une prostituée, une escorte, je vais expliquer tout ça après. Et comme je veux minimiser les stéréotypes sexistes, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui font du travail du sexe, j'essaye d'utiliser le terme plus générique, travail, au lieu de travailleur, travailleuse, etc. C'est quoi le travail du sexe ? De façon simple, un peu simpliste, parce qu'il y a beaucoup de discussions derrière, mais l'idée générale, elle est très basique. Le TDS, ça regroupe tout ce qui est professionnel, ce qui est payant, dans des métiers, les pratiques qui incluent du sexe. Le problème, c'est que, notamment avec le BDSM, en réalité, il y a pas mal de choses qui sont mises sous le chapeau travail du sexe, alors que parfois il n'y a pas de sexe. En tout cas, pas de sexe au sens où la plupart des gens l'entendraient. Ça rend les choses difficiles, et dans le cas du BDSM, ça rend vraiment les choses difficiles. Mais on va simplifier pour dire, de façon générale, sans entrer dans toutes les pinailleries sur le sujet qui en général sont très hypocrites, on va considérer que c'est tout ce qui est payant, plus ou moins en relation avec la sexualité, et dans le cas qui nous intéresse pour le BDSM, ce sera les métiers spécialisés dans des prestations BDSM. J'en reparlerai tout à l'heure. Pour continuer dans les définitions, je pense que vous savez ce que veut dire prostitution, et je pense aussi que vous avez presque certainement des idées fausses et des idées reçues sur le sujet, ce qui va rendre un petit peu difficile le reste de la discussion. Mais j'espère que vous me ferez confiance quand j'expliquerai des choses qui iront probablement à l'encontre des idées reçues et probablement de ce que vous avez dans la tête. Le problème avec le mot prostitution, c'est que c'est un mot qui est quasiment tabou parce que il est tellement chargé de sens négatif, il y a tellement d'idées reçues négatives dessus, que c'est devenu quasiment impossible de s'en servir, il y a plein d'énervements sur le sujet. Du coup, il y a eu des termes nouveaux qui ont été utilisés, et donc je voulais parler d'un terme très utilisé et dont il faut absolument connaître la définition, c'est l'escorting. L'escorting, ce sont des activités qui, théoriquement, sont des activités d'accompagnement, c'est-à-dire vous pouvez par exemple prendre rendez-vous avec quelqu'un, un homme ou une femme qui rend ce genre de service, d'escorte donc, d'accompagnement, pour faire plein de choses. Théoriquement, c'est des choses du genre aller faire des visites, des repas, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est un masque, c'est une façade. La vraie réalité qui est derrière, dans la plupart des cas, parce qu'il existe réellement des cas où réellement la personne qu'on paye pour l'accompagnement ne rend que le service d'accompagnement, typiquement à un repas, lors d'une soirée, ce genre de choses. Mais ça, c'est l'exception en fait. La réalité, c'est que tout ça, c'est pour essayer de déguiser le concept de prostitution, parce que ce concept, il est beaucoup trop chargé de sens, et surtout, il y a des problèmes de légalité. Donc pour essayer de contourner tout ça, il y a eu cette création, il y a longtemps déjà, du concept d'escorting, d'accompagnement, avec l'idée que, oui, en fait, non, c'est pas du sexe. Mais derrière, sur la plupart des annonces, c'est soit sous-entendu, soit parfois mis explicitement, ils vont vous dire quelque chose du genre « Toute activité qui aura lieu entre adultes consentants pendant le rendez-vous sera du domaine privé ». Sous-entendu, on vous fait un clin d'œil « Ouais, en fait, on peut quand même coucher, quoi ». À l'origine, l'idée, c'était pour essayer de contourner les lois contre la prostitution, tout simplement. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce terme, il est utilisé un peu partout maintenant. Il a remplacé plein d'autres termes aussi qui existaient, parce qu'on parle de prostitution, mais il y a plein de termes qui étaient rattachés, plein de types de prostituées. Vous connaissez probablement le terme call girl, c'est assez connu. Je vous fais pas une présentation de tout ce qui existe, parce que c'est pas très intéressant dans le contexte de cet épisode, ça n'apporte pas grand chose. Bien évidemment, l'escorting, l'accompagnement, ça existe de façon générale pour le sexe, entre guillemets, et ça existe aussi, c'est pas une surprise, pour le BDSM. Dans cet épisode, je ne vais parler que de ça, c'est-à-dire des personnes qui fournissent uniquement des services orientés BDSM.
parce que vous pouvez trouver pas mal d'escortes qui ne sont pas du tout spécialisées dans le BDSM et qui acceptent de fournir un certain nombre de services, de faire un certain nombre de pratiques qui entrent dans les catégories du BDSM. La plus typique, je pense, ça va être des choses du genre le jeu de rôle avec des déguisements, s'habiller comme ci, comme ça. Éventuellement, vous avez des choses du genre la fessée, c'est quand même très classique. Mais on reste quand même, à part quelques très très rares exceptions, on reste quand même très loin des activités faites par les personnes qui sont spécialisées dans le BDSM, qui elles vont beaucoup plus loin, et qui ont aussi l'avantage, entre parenthèses, de, enfin en principe, connaître un petit peu le métier, savoir de quoi on parle, et ça évite les catastrophes avec des personnes qui savent pas du tout, par exemple, manier le fouet et qui font n'importe quoi. Théoriquement, ça évite ça. Cela dit, faut pas se faire d'illusions, hein. Dans ces types de milieux, il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce qu'elles font, hein, BDSM ou pas. Les personnes qui fournissent des services BDSM payants, donc, peuvent être séparées en un certain nombre de grands types de profils que je vais présenter dans la 3e partie. Et je me répète, hein, mais faut pas rester sur l'idée que le travail du sexe, c'est quelque chose de uniquement féminin, c'est-à-dire que c'est fait que par des femmes. Il y a un pourcentage assez élevé d'hommes. Alors, les chiffres sont vraiment difficiles à vraiment vérifier, hein. Pour ce que j'ai pu lire, grosso modo, c'est plutôt 15% fait par des hommes et 85% fait par des femmes. Je n'entrerai pas dans les subtilités de transgenre, de travestissement, etc. Il y a plein d'autres choses qui entreront en compte, mais c'est pas important dans le cadre de cet épisode, alors je veux pas trop entrer dans les détails, ce serait trop lourd, hein. Je vais simplifier en disant les hommes et les femmes, c'est un peu simpliste, mais c'est pas grave dans le contexte de cet épisode. Parler du travail du sexe, croyez-moi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que dès que le sujet est abordé, il y a des excitations dessus, c'est absolument affolant. Tous les sujets qui tournent autour de ça. Donc ça va être le porno, l'escorting dont je parle dans cet épisode, et tout un tas d'autres possibilités évidemment, mais les deux plus gros, hein, ce sont évidemment tout ce qui est le porno et entre guillemets la prostitution, hein. Le mot qui est donc banni de tous les côtés parce qu'il est tellement chargé de sens que c'est devenu quasiment tabou. Dès qu'on veut évoquer ce genre de choses, on tombe sur un véritable mur, une levée de boucliers, des préjugés, des stéréotypes, des idées reçues toxiques, super fortes, super répandues, des ignorances quasiment totales, hein. Et derrière, il y a toujours aussi des jugements de valeurs moraux, éthiques, etc., qui sont souvent violents, et la plupart du temps qui sont totalement basés, mais sur une totale incompréhension de la réalité des choses. Du coup, ça rend vraiment difficile d'en parler, et franchement, je pense que c'est quasiment impossible d'en parler sereinement, parce que c'est presque impossible de ne pas se trouver confronté à des jugements de valeur. Ça fait très longtemps que je m'intéresse à ce sujet-là, et c'est fascinant, c'est fou, c'est déconcertant, et très décourageant, de voir l'ignorance quasiment totale sur ces sujets-là, et la violence des conceptions, les attaques basées sur une pseudo-morale, une pseudo-éthique, c'est fou. Je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais abréger. Mais grosso modo, dès qu'on parle de ces sujets-là, il y a donc des réactions violentes épidermiques, avec des accusations basées sur une soi-disant morale, sur l'éthique. Ensuite, vous avez évidemment le côté légal. Je vais pas insister, mais par exemple en France, à l'heure actuelle, depuis 2016, on a des lois qui sont hyper toxiques et hypocrites. C'est une vraie honte, hein. Je pourrais en parler aussi pendant des heures. C'est absolument honteux. Lois qui essayent de se présenter comme défendant, entre guillemets, les prostituées, alors que derrière, c'est totalement hypocrite et ça a été un énorme coup de massue, en fait, aux personnes qui pratiquent ces genres de métiers. Donc l'hypocrisie, c'est la chose la plus répandue quand on parle de ces sujets-là, suivie immédiatement par l'ignorance et les idées reçues. Un autre problème, d'ailleurs, je l'évoque rapidement, c'est que beaucoup de personnes s'opposent à l'idée que c'est un travail. Alors là aussi, j'aurais de quoi discuter pendant des heures, mais quand vous rendez un service contre de l'argent, je vois pas pourquoi on n'appellerait pas ça un travail. Comme pour toutes les autres oppositions, hein, quand il y a des argumentations comme ça pour essayer de stigmatiser ce genre de métier, de pratique, il y a toujours derrière une mauvaise foi qui est très forte, qui est basée sur des conceptions qui sont totalement à côté de la plaque. Donc ça sert à rien de discuter parce que de toute façon on parle pas de la même chose. Tous ces problèmes, ça rend extrêmement difficile évidemment de se renseigner sur ces sujets-là. Le travail du sexe c'est déjà quelque chose de tabou, hein, je viens de le dire, et puis de toute façon vous le saviez déjà. Et dans un contexte BDSM, je vous laisse imaginer à quel point ça rend les choses encore plus dures. Croyez-moi, ça l'est. Et avec la stigmatisation extrêmement pesante, vous imaginez bien que les personnes qui font ce genre de choses, de façon générale, ne le disent pas ouvertement, et sont très hésitantes, et ça se comprend, à aller en parler, à témoigner, etc. Du coup, ça rend encore plus dur de se renseigner. Plus c'est difficile de se renseigner, évidemment,
plus toutes les idées reçues persistent, parce qu'on n'a pas les témoignages qui viennent renverser la vapeur, dire la réalité des choses. Et donc c'est un cercle vicieux en fait. Franchement, c'est quasiment impossible de parler de ce genre de sujet si on n'est pas avec les bonnes personnes dans le bon public. Personnellement, déjà de façon générale, j'évite de parler de sexe au sens le plus large du terme, pas du tout le travail du sexe, parce que je suis absolument effaré par les croyances bizarres, les ignorances, les préjugés toxiques la plupart du temps sur le sexe. Quand on aborde le BDSM, évidemment, c'est encore pire. Mais alors quand on aborde des sujets du genre le sexe payant, alors là, c'est fou comment ça délire. Et je préfère même pas vous dire ce que c'est que le sexe payant BDSM, parce que là, faudra inventer un nouveau mot pour montrer à quel point c'est délirant de chez délirant. Franchement, j'ai lu des choses et entendu aussi des choses, c'est complètement dément. Vraiment, les personnes, elles parlent de choses, elles n'ont pas la plus petite idée de quoi il s'agit, mais elles ont des jugements de valeur extrêmement violents. Ça les dérange pas de stigmatiser brutalement, alors qu'en fait, ils n'ont pas la moindre idée de ce dont il s'agit réellement. Personnellement, j'essaye donc même pas de discuter de ce genre de choses, à moins d'être certain que je suis face à un public qui sera suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir un peu parler. J'ai déjà entendu des choses, même au sein de ma famille, ma famille étendue, j'ai entendu des choses de véritables, des horreurs. Franchement des horreurs, c'était effarant, vraiment des choses honteuses, et qui montrent malheureusement que les préjugés, ils sont très profonds et très forts. En fait, comme je le dis toujours quand je parle de ce genre de sujet, le souci c'est que donc les personnes qui sont très violentes sur ces sujets ne savent pas de quoi elles parlent et n'ont jamais rencontré de personnes qui font du TDS, du travail du sexe payant. C'est exactement le même problème que pour les gays. Quand j'étais jeune, l'homophobie c'était absolument affolant. Dans les années 70 notamment, c'était effarant là où je vivais. L'homophobie c'était vraiment quotidien, c'était permanent. Et le gay, entre guillemets, l'homme homosexuel, c'était un peu, pour nous qui étions encore des enfants, un peu l'épouvantail, si vous voulez. Peut-être pas le croque-mitaine, mais l'épouvantail. Alors que, évidemment, on n'avait pas la moindre idée de ce que ça voulait vraiment dire d'être gay, bien entendu. Et le souci, c'est que les stéréotypes, les idées reçues, etc. sont toujours beaucoup plus fortes. Je vous surprends pas, c'est vraiment un problème classique, ça. Quand on ne sait pas, quand on n'a jamais rencontré la personne. Vous avez peut-être entendu déjà des anecdotes comme ça, de personnes qui sont très homophobes, ou du moins qui font sans arrêt, par exemple, des blagues homophobes, et un jour s'aperçoivent que leur meilleur ami, par exemple, leur dit, parce qu'il en a un petit peu marre, « Tu sais, tes blagues, moi je suis gay. » Et là, ah, d'accord. Alors évidemment, il y a des gens qui réagiront très mal à ça, évidemment, qui rejetteront la personne, mais beaucoup de personnes se rendront compte que, en fait, c'est rien du tout être gay. Pour le travail du sexe, c'est exactement la même chose. Les personnes qui sont super virulentes là-dessus, souvent, elles ne se rendent pas compte d'abord qu'elles en ont rencontré, des personnes qui font du travail du sexe, mais aussi, je suis certain que dans une grande majorité des cas, pas tous, parce qu'il y aura toujours des gens qui auront du rejet quoi qu'on fasse, mais dans une grande partie des cas, si elles rencontraient vraiment des personnes qui font ce genre de choses sans le savoir, ça changerait tout. Je vous prends un exemple, je vois dans ma propre famille, je suis convaincu que si, lors d'un repas par exemple, je leur faisais rencontrer des filles que j'ai croisées dans des munchs par exemple. Je vous rappelle, un munch, c'est une réunion publique où on parle de BDSM et qui se tient typiquement dans un bar, un restaurant. Si je leur faisais rencontrer des filles comme ça qui ont payé par exemple une partie de leurs études en faisant des activités de type escorting BDSM, elles les trouveraient hyper sympas, etc. Et si à la fin du repas on leur dit « Au fait, tu sais, machine là qui est juste en face de toi, qui est très sympa et tout, elle a payé ses études de cette façon-là. » Là, je pense que la réaction serait vraiment intéressante à voir. Mais franchement, une bonne partie du rejet vient d'abord du fait que c'est quelque chose de très nébuleux, que les personnes ne connaissent pas vraiment, ne savent pas de quoi il s'agit, et donc se font tout un tas d'histoires, qui sont en plus raccrochées à tous les tabous sur le sexe, bien sûr. Et ça rend les choses extrêmement difficiles ensuite. C'est impossible de parler sereinement. Si tout le monde avait rencontré, ou avait autour de soi, des personnes qui font ou qui ont fait du travail du sexe, les attitudes seraient certainement très largement différentes. Je voudrais aussi brièvement évoquer le problème des études sur le travail du sexe. Franchement, de ce que j'ai pu voir passer, il y a beaucoup de choses qui sont... Certaines sont très intéressantes, certaines, beaucoup, sont très douteuses, et certaines vous sont présentées comme étant des études scientifiques, et c'est se moquer de vous, c'est une insulte, une vraie insulte à la personne qui lit l'étude, soi-disant, parce que derrière, ce sont uniquement des pamphlets anti-travail du sexe, anti-prostitution en fait, et généralement anti-sexe et anti-homme. C'est vraiment très perturbant de dire ça. Par exemple, j'ai lu il y a quelques années une soi-disant étude, et c'était pas n'importe quoi, c'était un document qui faisait des centaines de pages. Dans l'introduction,
la présentation du document de plusieurs centaines de pages. La personne qui avait chapeauté le projet, enfin, qui était présentée comme ça, parce que franchement je me suis posé des questions, expliquait ce que c'était qu'une escorte, donc je viens de dire ce que c'est, et là il montrait qu'il savait même pas ce que c'est que l'escorting, l'accompagnement, la définition que je viens de donner tout à l'heure, il la connaissait pas. Vous avez un document de plusieurs centaines de pages, qui est présenté comme étant un truc super sérieux et tout, avec des tas de chercheurs et de chercheuses, et dans l'introduction, quasiment la première page, vous avez une énorme erreur, avec des délires en fait, sur ce que c'est que l'escorting. Après ça, comment est-ce que vous voulez prendre au sérieux le reste du document? Et le reste du document, croyez-moi, il y avait beaucoup de problèmes. Le souci, c'est que les préjugés, les tabous, les idées reçues sont tellement profondes que c'est difficile de trouver vraiment des personnes qui sont honnêtes sur le sujet. Et puis il faut reconnaître aussi que c'est super difficile, bien sûr, de trouver des personnes qui témoignent et qui disent la vérité. Alors avant d'en terminer avec cette partie, vous allez peut-être vous demander comment est-ce que moi, je peux prétendre savoir un minimum de quoi il retourne quand on parle de ces sujets-là. Alors en fait, ça fait très longtemps que je m'intéresse à ces types de sujets, à tout ce qui est travail du sexe en général et travail du sexe BDSM en particulier, bien sûr. Étant donné qu'il n'y a pas vraiment de littérature sérieuse sur ces sujets-là, au fur et à mesure des années, j'ai pris des informations un peu partout en fait. D'abord, tout simplement, ça va vous surprendre, mais en lisant des profils sur des sites d'escorting par exemple, on peut apprendre énormément de choses. C'est vraiment surprenant ce qu'on peut y apprendre. Ça vous donne beaucoup d'idées sur la façon dont les personnes présentent les choses, la mentalité qu'il y a derrière, par exemple les tabous, les choses qui sont acceptées, qui sont pas acceptées, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que l'argent est utilisé, quels sont les prix, etc. On peut vraiment apprendre beaucoup de choses. En lisant les différentes remarques des différentes personnes, les commentaires, etc., on en apprend aussi beaucoup. Ensuite, j'ai pu voir, lire, entendre, parfois interviewer des personnes qui faisaient des choses de ce genre-là et qui donnaient plein d'informations. Alors là, faut se méfier. Je sais bien que tout ça, quand ce sont des témoignages personnels, ce sont pas des études. Donc généralement, et ça se comprend, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'aspect scientifique là-dedans. C'est normal, c'est juste le témoignage d'une personne. Cela dit, en accumulant de tous les côtés, avec tout un tas de perspectives, j'ai quand même réussi à peu près à me construire une idée qui me semble raisonnable de ce qui existe et de comment ça se passe vraiment. Là où par contre c'est quasiment impossible de vraiment avoir une idée raisonnable, c'est quand on commence à parler de choses du genre la fréquence, le nombre de personnes qui font ce genre de choses, etc. J'en reparlerai tout à l'heure. En résumé donc, en essayant de construire une espèce de tableau récapitulatif de tout ça à partir de plein d'éléments que j'ai pris à droite, à gauche, depuis des dizaines d'années, faut bien que vous compreniez que ça fait vraiment longtemps que je m'intéresse à ça. J'ai entendu beaucoup de choses, j'ai pu parler à des personnes, etc. Ça m'a permis quand même d'arriver à une certaine maturité de réflexion sur le sujet, à prendre un certain recul. Je prétends pas que c'est à 100% scientifique, et je prétends pas que je sois capable à 100% de vous dire toute la vérité sur le sujet, parce que ça c'est impossible. Il y a beaucoup trop de secrets, de choses qui sont cachées. Mais quand même, à force de parler comme ça, de lire, d'entendre des choses, de voir des témoignages, même s'ils ont une portée relative, je me suis quand même fait une idée que je pense être assez raisonnable de qu'est-ce qui existe. Et pour ce qui est d'une introduction sur le sujet du TDS-BDSM, là oui, je peux vous dire avec une très grande confiance que je sais ce qui existe, je sais comment ça se passe, même si après, bien entendu, ça varie selon les personnes, mais les grandes idées, elles sont assez simples finalement, donc je les connais. Et vous pouvez me croire, j'ai vraiment depuis longtemps dépassé les idées reçues que j'avais, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, quand j'étais ado en fait, j'avais encore plein d'idées fausses et d'idées reçues, mais avec le temps, je les ai éliminées progressivement. En résumé, je prétends pas tout savoir sur le sujet parce que c'est impossible, mais je suis sûr d'en savoir suffisamment pour vous faire une présentation qui est à la fois honnête et raisonnable et réaliste, même si je peux pas vous donner des chiffres précis par exemple. Ça ne gênera pas pour la compréhension globale, et ça gênera pas pour ce que je vais vous expliquer dans les parties suivantes. Deuxième partie, pourquoi ce sujet ? Le travail du sexe en général, et le travail du sexe, BDSM en particulier, ça fascine les gens. Vous aurez compris à ce que j'ai dit à la partie précédente que moi aussi ça me fascine, mais la raison pour laquelle j'ai voulu en faire un épisode, c'est que je me suis aperçu que je savais bien qu'il y avait des intérêts pour ces types de sujets, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Et il y a plusieurs années, j'avais publié un article sur mon site, univers-bdsm.info. Dans cet article, que vous pouvez trouver dans la zone enquête, et qui s'appelle « Comment se déroule une séance de BDSM payante ?», j'explique donc, comme le titre l'indique, comment se passe de façon générale une séance de BDSM payante, et quand j'ai publié cet article,
Je pensais qu'il intéresserait les gens, évidemment. Mais ce que je ne pensais pas, ce que j'avais sous-estimé, c'est le degré d'intérêt que ça soulèverait. Et j'ai été vraiment étonné parce que très vite il est monté dans les statistiques pour arriver dans les articles les plus souvent consultés du site. Et si vous faites une recherche sur un moteur de recherche sur ces genres de sujets, vous avez de bonnes chances de tomber sur cet article-là. Entre parenthèses, c'est un des rares articles sur Internet qui parle de ce genre de sujet de façon ouverte. Dans un contexte BDSM, je veux dire. Parce que le sujet du TDS-BDSM, c'est un sujet minoritaire qui est rarement traité. Très rarement traité. Et donc, comme j'ai déjà expliqué, moi aussi, ça me fascine ces sujets-là, et surtout dans le contexte du BDSM, bien entendu. Donc j'ai déjà écrit cet article dont je viens de parler à l'instant. J'ai en préparation un autre gros article qui va être une présentation plus générale du TDS. La même chose que ce dont je suis en train de parler dans cet épisode, mais j'irai plus loin évidemment. Par écrit, je vais généralement plus loin. Et j'ai éventuellement d'autres idées d'articles qui viendront peut-être plus tard, on verra. Mais donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que d'un côté, il y a vraiment tous ces tabous, ces idées reçues, etc. Mais d'un autre côté, ça fascine. Alors peut-être vous allez me dire qu'une partie de la fascination est un peu de la fascination morbide, c'est-à-dire c'est quelque chose auquel les personnes vont s'intéresser, plus un peu par voyeurisme, entre guillemets, là avec une connotation assez négative, que par une sincère curiosité ou une envie de se renseigner. Bon, c'est assez probable, franchement, mais je suis sûr que c'est quand même un sujet, de façon générale, qui intéresse beaucoup de personnes. Ne serait-ce que par curiosité, parce que, évidemment, la plupart des gens vont être curieux, curieuses, Ça veut pas dire pour autant que les personnes, elles vont avoir envie de se lancer là-dedans, et d'aller, par exemple, payer quelqu'un pour faire une séance BDSM. Mais il y a de la curiosité sur le sujet, c'est absolument sûr. Il y a de la fascination sur le sujet, c'est certain. Et ça se comprend, Le sujet du sexe, avec tous les tabous, les idées reçues, etc. Les sujets aussi qui sont donc difficiles à aborder, voire impossibles à aborder, de façon assez naturelle. Quand quelqu'un ose aborder ce genre de sujet, en parle ouvertement, forcément ça attire l'attention, ça se comprend. C'est pour ça que par exemple quand on trouve des livres ou des articles qui sont des témoignages du genre « mes expériences des 3 dernières années dans le domaine blablabla », typiquement le travail du sexe au sens large, pas le BDSM, ça attire beaucoup l'attention parce que ce sont des sujets qui sont rarement traités alors qu'ils sont très intéressants. Alors je vais préciser aussi une chose quand même, dans cet épisode j'ai choisi vraiment de me restreindre à la surface des choses et surtout de me concentrer sur les grands types de profils, ça va être la partie suivante. Il y a plein d'autres choses à dire, par exemple comment se passe un rendez-vous. Je viens de vous dire donc que j'ai écrit un article dans lequel je présente justement comment peut se passer le rendez-vous typique. Il y a aussi l'idée de comment est-ce qu'on trouve des personnes comme ça qui font du TDS-BDSM. Il y a problème très important des escroqueries et des arnaques, ça c'est un vrai gros problème. Il y a tous les problèmes aussi des risques, par exemple de tomber sur des personnes qui font n'importe quoi. Quand on parle de ce genre de sujet, pour vous donner une idée, j'avertis toujours les personnes qui seraient tentées de faire ce genre de choses, de se méfier quand même, notamment des profils de type dominatrice payante très jeunes et venant typiquement des pays d'Europe de l'Est, qui viennent là pour se faire de l'argent, mais malheureusement la plupart du temps ne savent pas ce qu'il faut faire, et donc même sans mauvaise volonté, je le précise, c'est pas par méchanceté, mais par ignorance peuvent être drôlement dangereuses parce qu'elles savent pas ce qu'il faut faire, elles savent pas comment se passent réellement les pratiques, elles ont des idées fausses en tête, ce qui est normal évidemment, et donc elles peuvent se montrer involontairement carrément dangereuses. Bon, et puis après, de façon plus générale, vous avez tout le problème du manque de professionnalisme, des personnes qui ont des mauvais caractères, il y a plein de problèmes, il y a les problèmes d'argent, problèmes de prix, donc j'ai décidé de pas vraiment aborder tout ça, j'aborderai quand même rapidement le problème du prix tout à l'heure. Mais là, ce sur quoi je veux me concentrer, ça va être vraiment sur une des choses qui est les plus intéressantes à mon avis, c'est quels sont les types de profils. Je vais en parler tout de suite. Troisième partie, les grands types de profils dans le TDS-BDSM. Alors pour être bien clair, je me répète, ici je vais parler, comme je l'avais dit dans les parties précédentes, uniquement des personnes qui sont spécialisées dans le BDSM. Parce que c'est possible de trouver plus ou moins des escortes qui proposent différents services plus ou moins BDSM, mais là je vais pas parler de ces profils-là, je vais parler uniquement des profils vraiment des personnes qui sont spécialisées dans le BDSM, c'est-à-dire qui dans leur annonce disent que leur service tourne autour du BDSM. Avec plein de variantes bien entendu, parce que tout le monde ne fait pas la même chose, avec les mêmes intensités, il y a des questions de limites, de goût, etc. évidemment. Quand on parle de BDSM, en général, même si c'est simpliste, on a 2 grands types de rôles qui sont très répandus. Ce sont les rôles orientés domination
et les rôles orientés soumission. Il y en a plein d'autres, mais dans le contexte du TDS-BDSM, je ne m'intéresse qu'à ça. De façon évidente, quand on cherche des prestations BDSM, on va donc chercher deux types de choses potentiellement. On va chercher soit quelqu'un qui fournit un rôle, une prestation de domination, soit quelqu'un qui fournit un rôle, une prestation de soumission. À l'intérieur, il y a des subdivisions, je vais en parler tout de suite. Je précise quand même une chose pour être bien clair, là je parle de choses qui sont très générales, évidemment. Il y a plein de nuances, et évidemment il y a des questions de personnes. Par exemple, telle personne qui fournit des services de type domination ne fournira pas forcément le même type de service de domination qu'une autre personne, parce qu'il y en a qui se focalisent sur les côtés mentaux, cérébraux, il y en a d'autres qui se focalisent sur le côté sadomasochiste, il y en a qui ne se spécialisent pas vraiment, il y en a qui proposent des services très spécifiques, et il y en a au contraire qui proposent des services assez minimaux, c'est-à-dire assez basiques. Il y a de tout, c'est ça que je veux dire. Et il faut comprendre aussi, c'est évident, mais vaut mieux le redire, parce que quand on parle de sexe, souvent, il y a des incompréhensions. C'est pas parce qu'on paye que tout est possible, que tout est permis, que tout est accepté. Tout simplement, il y a des personnes qui ne peuvent pas faire certaines choses ou qui ne veulent pas faire certaines choses. C'est particulièrement critique pour les personnes qui proposent des services de soumission, parce que les services de soumission, c'est par nature quelque chose de très dangereux. Donc là, ce que je vous présente, bien sûr, pour être bien clair, ce sont des grandes lignes, mais ça recouvre des réalités qui peuvent être, à l'intérieur de chaque catégorie que je vais vous présenter, des réalités qui peuvent être vraiment, parfois, assez différentes, voire très différentes. Mais au moins, je voulais vous donner les grandes catégories, les grands axes, les grands types de rôles qu'on peut rencontrer. Le premier grand type de rôle, et c'est peut-être le plus connu et le plus fantasmé, c'est évidemment le rôle de la dominante, la dominatrice professionnelle. Donc je me répète, on est bien d'accord, là on parle de quelqu'un qui fait que du BDSM. De façon générale, un peu stéréotypé, c'est ce type de profil que des hommes soumis qui veulent avoir une séance, une prestation BDSM payante vont contacter. Donc typiquement ce sont des hommes soumis, entre guillemets, qui ont des envies de soumission, qui peuvent être très variées, je me répète. Ça peut être des envies du genre humiliation, ce genre de choses, ou des envies du style, le classique, se faire fouetter, des choses comme ça. Généralement, une chose assez intéressante que vous ne savez peut-être pas si vous connaissez pas déjà ces sujets, de façon générale, dans la majorité des cas en tout cas, presque tous ceux que j'ai vus passer dans des annonces sur des profils et tout, c'était marqué clairement que la dominatrice ne fournit pas de services sexuels. En résumé, en simplifié, elle se déshabille pas. Voilà. C'est quelque chose qui est assez connu et qui est une, entre guillemets, spécificité de ce type de profil-là. C'est pas toujours le cas, il y en a qui acceptent des rapports sexuels, mais franchement, de ce que j'ai vu passer, c'est carrément rare. Alors, dans ces types de profils qui sont vraiment peut-être le plus connus, je pense que c'est le profil le plus fantasmé, celui qu'on trouve fréquemment, Si vous revenez un petit peu en arrière, que vous réfléchissez à qu'est-ce que vous avez déjà vu dans des films, même grand public, il y a souvent un petit délire, des fantasmes, etc. sur ces types de profils-là. Alors évidemment, c'est bourré de stéréotypes et d'idées reçues, C'est forcément, elle est très maquillée, elle est habillée en cuir, etc. Bon, c'est souvent très éloigné de la réalité, mais c'est vraiment, je pense en tout cas, que c'est vraiment le profil sur lequel il y a le plus de fantasmes et dont on parle le plus ouvertement. Et là-dedans, je l'avais déjà indiqué tout à l'heure, vous avez de tout, Vous avez des personnes vraiment qui sont à fond dedans, qui ont mis d'énormes moyens, qui ont un donjon, c'est-à-dire une pièce ou des pièces, avec plein d'équipements BDSM, qui peuvent être des choses lourdes, des choses pour faire des suspensions, des cages, des croix en bois, tout un tas de matériel qui peuvent être coûteux, encombrants, Et à l'opposé, vous pouvez avoir aussi des personnes qui font ça de façon beaucoup plus légère, entre guillemets, ou qui se sont moins investies dedans, parce que évidemment, vous n'avez pas un profil prédéfini, Vous avez tout un tas de profils possibles, et tout le monde n'a pas l'envie ou les moyens de s'investir à fond là-dedans, de s'installer un donjon, etc. Maintenant, je viens de parler, là donc, du cas des dominatrices professionnelles. Vous allez vous demander, est-ce qu'il existe aussi le pendant, c'est-à-dire des dominants professionnels, des hommes? Alors ça existe, mais c'est beaucoup moins répandu. Dans le cas des dominantes, généralement leur public, ce sont des hommes, soumis bien entendu. Dans le cas des dominants hommes, il y a beaucoup de demandes de la part d'hommes, et il y a pas mal de demandes de la part de femmes, parce que la plupart des femmes hétéros vont préférer être dominées par un homme que par une femme. Pour ce qui est des hommes dominants, c'est quand même moins répandu, parce que tout simplement c'est relativement plus facile de trouver chez les amateurs, et aussi pour une autre raison toute bête,
c'est que les stéréotypes, les idées reçues, etc. sur le sexe payant sont très forts, très profonds, ça reste mal vu, et comme en plus ce type de rôle-là est pas très connu, je pense même pas avoir vu passer une seule fois des délires comme on voit avec les dominatrices professionnelles dans des films et ce genre de choses, donc il va pas y avoir tellement de femmes qui vont penser tout simplement que c'est possible, et qui vont oser, parce que c'est pas évident quand même d'aller dans ce genre de milieu, faire ce genre de demande. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est embarrassant, forcément à cause de tous les problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc c'est pas facile de se lancer là-dedans. Du coup il y a moins de demandes, mais il y en a. Faut pas penser que c'est uniquement ce genre de choses réservées aux hommes. Ça c'est vraiment une grosse erreur. Faut surtout pas penser que les femmes ne sont pas intéressées. Donc là j'ai parlé des 2 grands types de profils de type domination BDSM, payante bien sûr. Maintenant, évidemment, il y a le pendant, ce sont les profils de type soumission. Alors il en existe beaucoup, des profils de type soumission, mais je vais vous parler des plus répandus, et il est important de noter que ces types de profils, ça peut varier pas mal apparemment, d'après ce que je perçois, d'après ce que je comprends, ça peut varier selon les pays. J'ai déjà dit tout à l'heure qu'il était possible de trouver des escortes normales, entre guillemets, non BDSM, qui proposent quelques petits services de type BDSM, mais donc ça existe, j'en avais parlé tout à l'heure, mais je veux pas entrer trop en détail sur ces profils-là parce que ce sont pas des personnes qui sont spécialisées BDSM. Si je parle par contre des profils vraiment spécialisés BDSM, un que probablement vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle spunky professionnel. Alors c'est un peu difficile à traduire, mais c'est un terme anglais qui veut dire que vous avez affaire à une femme qui accepte des fessées. Vous voyez la différence entre du BDSM, qui est un ensemble énorme de pratiques, et juste se focaliser sur une pratique, donc la fessée. Ça réduit considérablement le périmètre, évidemment. Ces types de profils, à l'heure actuelle, je n'en ai vu passer, du moins des personnes qui le mettaient comme ça ouvertement, sous ce nom-là, que dans des annonces en Angleterre. En Angleterre, ils ont un historique, un passé assez important avec un certain nombre de choses du BDSM, et ça me semble, mais je peux avoir tort, être assez spécifique au cas de l'Angleterre. Ça veut pas dire que ça n'existerait pas dans d'autres pays, mais pour l'instant je n'en ai vu passer des annonces qui parlaient de ça que en Angleterre. Évidemment, les personnes qui fournissent ce genre de service donc acceptent des fessées, qui peuvent être très fortes, Alors, ça dépend des personnes évidemment. Mais une chose qui est très importante, et qui a une différence majeure avec le profil dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'elles refusent le sexe. C'est-à-dire, sur leurs annonces, c'est marqué explicitement, systématiquement, que le sexe est proscrit. Donc, elles viennent voir le client ou le client va les voir. Je dis client parce que typiquement ça va être un homme. Et donc, il y a une fessée, donc elles peuvent se déshabiller pour montrer leurs fesses, etc. Mais ça ne va pas au-delà. Donc vous voyez, c'est vraiment un type de profil qui est franchement assez spécifique. Maintenant, je vais vous présenter le profil, celui auquel on pense en fait quand on pense à de la soumission. C'est un profil qu'on appelle escorte soumise professionnelle. Typiquement, c'est ce terme-là qui est utilisé pour bien les distinguer des escortes normales, c'est-à-dire qui ne fournissent pas ou peu de services de type soumission. Donc ici, ce dont on parle, ce sont des femmes qui acceptent beaucoup de types de pratiques BDSM dans un cadre de soumission, c'est-à-dire que le client est un homme typiquement qui est dominant et donc qui va faire des choses du genre humilier l'escorte ou bien donner la fessée ou du fouet, attacher sur le lit, etc. Bref, des pratiques qui sont rattachées au BDSM. Bien entendu, en fonction des personnes, ça varie beaucoup. Il y en a qui proposent des choses qui sont beaucoup plus intenses que d'autres. Il y en a qui acceptent des choses qui sont extrêmes. Ça vous ferait frémir si vous connaissez pas ce genre de choses. Ça fait dresser les cheveux sur la tête, ce que certaines acceptent. Et beaucoup, par contre, au contraire, n'acceptent que des choses assez légères, relativement restreintes. Ce qui se comprend, parce que même si on a une grande résistance, si on a plusieurs clients par jour, c'est pas la même chose que faire du BDSM 1 ou 2 fois par semaine avec son copain ou sa copine. C'est donc très difficile de faire des rendez-vous, de les enchaîner, d'en avoir plusieurs par semaine. Du coup, forcément, ça fait un certain nombre de choses qui ne sont pas possibles, il y a des limites, c'est évident. Et une chose qui les distingue du cas des spunky dont je venais de parler juste avant, c'est que elles, par contre, de façon générale, c'est-à-dire presque toujours, j'ai pas vu de contre-exemple dans les profils que j'ai pu consulter, elles acceptent du sexe. Et dans un bon nombre de cas, je saurais pas vous dire si c'est la majorité, mais je pense que c'est la majorité, elles proposent même de faire aussi de la domination. Si on regarde exactement ce qu'elles font en fait, c'est simple, ce sont les personnes qui fournissent
le plus de services, la plus grande variété de services dans le monde du travail du sexe. Parce que si vous regardez une escorte non BDSM, forcément ces services sont assez limités comparé à quelqu'un qui ajoute l'énorme palette de possibilités du BDSM. Même si bien sûr personne ne fait tout, bien entendu. Et un autre point qui est très important, majeur, c'est que c'est aussi de tous les métiers du travail du sexe, qui sont déjà des métiers qui ont pas mal de risques, Il y a pas mal de difficultés, c'est dur mentalement, c'est dur physiquement. Mais les personnes pour qui c'est le plus dur et de très loin, ce sont évidemment les escortes soumises. Parce que vous imaginez bien les risques que ça représente, par exemple quand l'escorte elle est attachée sur le lit. Je pourrais vous raconter des histoires, je vais pas vous donner les détails, mais ça vous ferait dresser les cheveux sur la tête. On m'a raconté des choses, des tentatives de viol, etc. Et là, je vous donne pas les détails, parce que vraiment, ça fait frémir. Se mettre à la merci de quelqu'un, d'un inconnu, c'est très risqué, vous avez pas de mal à comprendre. Et des fois, il y a des vrais cinglés, qui demandent des rendez-vous, et c'est pas toujours aisé de distinguer ceux qui sont cinglés, justement. Ensuite, il y a aussi le gros risque des personnes qui viennent à un rendez-vous et qui ont des idées fausses sur le BDSM, qui s'imaginent plein de choses et qui se rendent pas compte de la réalité des choses, et donc qui peuvent totalement exagérer, ne pas comprendre quand il faut s'arrêter, qu'il faut respecter les limites, etc. Et je ne parlerai pas des problèmes habituels de l'escorting avec les clients qui sont en réalité des voleurs qui viennent avec un couteau pour menacer, piquer l'argent, etc. Même si les escortes rencontrent des clients qui sont entre guillemets raisonnables, et donc pas des cinglés comme je viens de dire tout à l'heure, même dans ces cas-là, c'est souvent extrêmement difficile. Vous avez le côté soumission, qui est assez pénible mentalement évidemment, mais surtout, plus facile à comprendre, vous avez le côté physique. Être attaché, ça peut être pénible, surtout si on le fait plusieurs fois par jour, et être fouetté, recevoir la fessée, etc. Imaginez, c'est déjà pas évident si vous le faites par exemple une fois par semaine avec le copain, la copine, etc. Imaginez le faire plusieurs fois par jour, en tout cas plusieurs fois par semaine. Et parfois, il y a des clients qui vont demander des choses qui sont très intenses. Bien sûr, toutes n'accepteront pas, mais même si c'est pas hyper intense, imaginez ce que ça peut être physiquement, d'avoir des fessées comme ça plusieurs fois par jour, plusieurs jours par semaine, parfois tous les jours. C'est pas difficile de vous rendre compte de l'énorme poids mental et physique que ça fait. Conclusion, ce métier-là, c'est un des métiers les plus pénibles et un des plus dangereux qui existent. Enfin, il y a le pendant de la soumise, c'est le soumis professionnel, l'homme escorte soumis professionnel. Malgré des recherches sur le sujet, franchement, pour l'instant, j'ai pas trouvé énormément de témoignages là-dessus. Je sais que ça existe, un petit peu, parce que il y en a parfois dans certains clubs. Mais en fait, ça semble être très rare, pour une raison très simple, c'est que c'est relativement, facile de trouver des hommes amateurs, donc il n'y a pas grand monde qui va avoir envie de s'embêter à les payer. J'ai vu passer quelques profils d'hommes comme ça, mais franchement, c'était l'exception. Donc là, en toute sincérité, je saurais pas vraiment vous en dire plus, parce que c'est tellement rare que j'ai pas beaucoup plus d'infos sur ce sujet précis. Si vous voulez un petit peu plus d'infos sur ce sujet, je vous suggère d'aller écouter mon interview sur le site des Haldeman, à l'adresse stevehaldeman.com, ça s'écrit S-T-E-V-E pour Steve, Haldeman, H-A-L-D-E-M-A-N.com. Il n'y a rien entre Steve et Haldeman, c'est un seul mot. Dans la rubrique thème de discussion, vous trouverez un article qui s'appelle « Les travailleurs du sexe ». Vous y trouverez notamment mon interview. Si vous êtes en train d'écouter ce podcast depuis YouTube, vous pouvez trouver la version podcast de cet article en allant regarder la liste des vidéos de la chaîne de Steve et Rose Haldeman. Vous en trouverez une qui s'appelle « Podcast thème Les travailleurs du sexe » et qui a été publiée le 18 janvier 2024. Vous y trouverez 2 interviews qui sont vraiment très intéressantes, dont la mienne évidemment. Pour finir, il existe d'autres profils, je l'avais dit tout à l'heure. J'ai juste vous en cité un qui m'a relativement marqué parce que quand je suis tombé dessus, je me suis dit assez intéressant parce que ça sort vraiment de l'ordinaire. Par exemple, vous avez un profil du type une femme qui vient faire le nettoyage chez la personne qui la paye, donc elle est généralement nue, et elle est là pour uniquement faire du nettoyage en s'exhibant en somme. Là, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas vraiment de BDSM, c'est le côté exhibition qui compte. Mais c'est clairement un type de profil qui est beaucoup plus rare, j'ai dû en croiser 2 peut-être. Mais ça existe. Et il y en aurait plein d'autres, certainement. Mais quand même, les plus répandus, ce sont ceux dont je viens de parler. Enfin, il y a une chose que j'ai pas encore évoquée, mais qui existe. Ce sont toutes les personnes qui proposent des services de type travail du sexe BDSM, sans être professionnels,
sans s'afficher forcément ouvertement, c'est-à-dire sans aller créer un profil sur un site d'escorte. Parfois ça marche que par le bouche à oreille, ou bien ce sont des choses qui sont faites au fil des rencontres, par exemple lors d'événements BDSM. Alors là c'est un type de profil un peu différent dans la mesure où on peut pas donc parler de professionnel, mais ça existe de façon peut-être pas très répandue, mais en tout cas c'est suffisamment fréquent pour que j'en ai rencontré. J'en ai vu qui proposaient ce genre de choses sur leur profil, sur des sites du type social, comme le fameux site fetlife.com, et parfois vous avez des surprises. Parce que vous allez vous apercevoir, par exemple, que la femme BCBG que vous venez de rencontrer lors d'un munch, ou bien la jeune femme qui découvre depuis pas si longtemps que ça le BDSM, sur leur fiche, c'est marqué soit qu'elles fournissent des services de domination, soit qu'elles fournissent des services de soumission. Alors parfois, lors des événements, on peut rencontrer des personnes qui sont des pros, qui sont ouvertement professionnels, et déjà, c'est pas évident de le savoir si vous les connaissez pas à l'avance, parce que c'est pas écrit sur leur visage, bien entendu, et la plupart ne vont pas ouvertement le dire lors de l'événement. Mais là où c'est encore plus difficile à voir, c'est quand ce sont des amatrices. Alors je dis amatrices parce que ça va être essentiellement des femmes, et typiquement ça va être beaucoup des jeunes femmes qui vont par exemple faire ça pour payer leurs études, arrondir leur fin de mois, ce genre de choses, donc le proposer une fois de temps en temps seulement. Et des fois vraiment on a des surprises. Par exemple une anecdote réelle, une jeune femme que j'avais croisée lors d'événements BDSM, quand je l'avais rencontrée elle avait 19 ans, 1 an ou 2 plus tard, je m'étais aperçu totalement par hasard en allant regarder sa fiche sur le site FetLife, qu'il y avait un petit paragraphe disant que elle faisait des choses comme ça en amatrice, et donc elle proposait des services de domination payante. Je le savais pas parce que j'en avais pas parlé avec elle, donc j'avais aucune idée qu'elle avait commencé à proposer ça. Et en résumé, ce que je veux dire, ce que je veux souligner, c'est que si vous vous êtes un tout petit peu mêlé à des événements BDSM, notamment des munchs, et évidemment des soirées, il y a de très fortes chances, c'est presque certain en fait, si vous êtes allé à plusieurs en tout cas, que vous avez croisé, sans le savoir évidemment, des personnes qui proposent des services TDS, BDSM. Typiquement, vous allez avoir rencontré, sans le savoir bien entendu, des dominatrices, et si vous ne connaissez pas déjà leur visage, si vous savez pas déjà que ce sont peut-être des célébrités ou au moins des professionnels, vous vous en êtes pas rendu compte, mais vous en avez croisé. Si vous êtes déjà sorti dans des événements BDSM, avouez que vous y aviez pas pensé. Vous vous y étiez pas rendu compte de ça. C'est normal, franchement, c'est impossible de le savoir. S'il n'y a pas quelqu'un pour vous pointer du doigt telle ou telle personne en vous disant « Ah ben tiens, c'est maîtresse machin, c'est une professionnelle de la domination », ou quelqu'un qui vous dit « Ah ben tiens, la fille qui est là, elle fait de temps en temps en amatrice telle ou telle chose », vous n'avez pas de moyen de détecter que les personnes font ce genre de choses. C'est évidemment impossible de s'en rendre compte. Mais c'est intéressant de voir que, même si c'est pas très répandu, franchement c'est assez rare, c'est intéressant de voir que on peut en croiser relativement facilement. Personnellement, je sais que j'en ai croisé un certain nombre. La plupart, je savais pas quand je les ai rencontrés. Et après, au fur et à mesure que je regardais sur des sites ou que j'enquêtais pour mes recherches donc sur le travail du sexe, j'ai reconnu parfois des visages ou des noms, des pseudos bien sûr. Et je me suis dit, ah bah tiens, elle, ok, c'était une professionnelle, je savais pas. Et il y en a, je m'en suis aperçu en lisant leurs fiches. Ah ok, elle est professionnelle, très bien. Donc c'est pas répandu, mais il y a une bonne chance que vous tombiez sur des personnes, dans le nombre, qui ont fait ou qui font ce genre de choses. C'est intéressant à savoir, pas vrai, Ça surprend. Et pourtant c'est vrai. Quatrième partie, parlons chiffres. Dans le cadre de cet épisode, je veux pas trop entrer dans le détail pour les prix, etc. Tout ce que je vais vous dire, c'est que si vous connaissez déjà un tout petit peu le monde de l'escorting, si vous avez un petit peu regardé des fiches, etc., vous avez probablement remarqué que c'est relativement cher, et c'est typiquement payé à l'heure. Le tarif classique, si vous regardez un petit peu partout, vous verrez, ça tombe à peu près toujours dans un tarif standard, entre guillemets, qui est 150 € de l'heure. C'est-à-dire un rendez-vous d'1 heure vous coûtera 150 €. Ça, c'est dans l'escorting, entre guillemets, normal, classique. Dans l'escorting BDSM, c'est plus cher et ça peut être beaucoup plus cher. Les raisons sont évidentes. D'abord, il y a l'offre et la demande. Il y a beaucoup moins de personnes qui proposent des services BDSM. Ensuite, vous avez tous les côtés risques, parce que déjà, l'escorting en général, il y a toujours des risques, mais l'escorting BDSM, les risques sont nettement plus forts, et le risque le plus important, je l'avais dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est la soumission BDSM, où là, c'est à dresser les cheveux sur la tête tellement c'est risqué. Donc les tarifs s'en ressentent, et sans entrer trop dans les détails, dans le cadre par exemple de la soumission BDSM, si vous trouvez des profils qui parlent de ça,
elles vous diront qu'il y a des suppléments pour plein de choses, et dans certains cas, presque tout est en supplément, et vous pouvez vous retrouver avec des choses du genre, si vous voulez telle et telle pratique, ça fait plus 50 €, plus 100 €, plus 200 €, et on peut se retrouver à des tarifs du genre plusieurs milliers d'euros pour un rendez-vous de quelques heures. Vous avez bien entendu, plusieurs milliers d'euros pour 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Sur certains profils, j'ai trouvé le tarif de base, entre guillemets, pour 4 heures de rendez-vous, c'était 3000 €. Donc vous voyez, c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Mais d'un autre côté, quand on voit les risques, si je me concentre sur le cas des escortes soumises, quand on regarde à quel point c'est dur mentalement, psychologiquement, à quel point c'est dur physiquement, surtout quand il y a du sadomasochisme, quand on voit aussi les risques absolument énormes, puisqu'être attaché, c'est totalement à la merci d'un client qui peut complètement faire n'importe quoi, ça se comprend que les tarifs ils soient extrêmement élevés. C'est un métier qui est extrêmement risqué, et même quand il n'y a pas le risque, c'est pénible, extrêmement pénible et usant physiquement et mentalement, donc évidemment ça va pas être gratuit, et ça se paye. Et donc, je viens de l'expliquer, si vous cherchez un petit peu, vous trouverez des endroits où vous avez des listes entières de choses qui vous sont proposées et tout est facturé. Dans certains cas, vous avez même un prix au coup de fouet. Ça se comprend quand on pense que ce genre de pratiques font partie des pires, ça peut laisser des traces, c'est douloureux, etc. Pour pouvoir en parler, là, je me suis basé tout simplement sur les fiches officielles, entre guillemets. C'est assez facile de se renseigner sur ce point-là. C'est peut-être un des seuls points sur lesquels c'est relativement facile d'avoir des informations, parce que beaucoup de fiches incluent en fait les listes de pratiques qui sont acceptées, et des pratiques qui sont refusées, bien sûr, avec des tarifs, et ça vous permet de vous donner une bonne idée de comment ça se passe vraiment du point de vue financier. Maintenant, si on parle non plus des tarifs, mais du nombre de personnes qui fournissent tous ces services, alors là franchement c'est difficile de donner des chiffres, très difficile. Il y a tellement de tabous, de secrets, de difficultés à parler du sujet. Dans mon estimation, qui ne prétend pas être scientifique, mais qui est basée sur des années et des années et des années d'observation, le type de profil le plus répandu, le seul qui soit réellement répandu, c'est le profil de dominatrice payante. Et quand je dis répandu, c'est très relatif. En France, par exemple, vous pouvez compter qu'il y en a quelques centaines. Pour vous donner un chiffre, je dirais que c'est environ dans les 400. Là, je parle, attention, uniquement de celles qui sont professionnelles et qui font des annonces ouvertement. Je parle pas du cas des semi-professionnels, plus ou moins amatrices, etc., qui font pas vraiment leur pub. Là, c'est très difficile de donner des chiffres, mais probablement que c'est pas plus de 100, 200, je serais étonné que ce soit beaucoup plus. Et je précise aussi une autre chose, en général, dans ces types de métiers, la période d'activité, elle est assez courte. C'est-à-dire que les personnes, elles travaillent généralement quelques mois, 1 an, 2 ans peut-être, mais c'est assez rare que ce soit beaucoup plus. Donc il y a une rotation assez forte, avec des personnes qui arrivent et des personnes qui partent assez régulièrement, ce qui rend encore plus difficile de faire des statistiques, d'estimer les chiffres. Mais franchement, le nombre, il est très restreint, c'est nettement moins répandu que ce qu'on imagine la plupart du temps. Pour ce qui est des hommes dominants, le nombre, il est ridicule. Dans mon estimation, il y en a vraiment une poignée en France à l'heure actuelle. Malgré mes recherches, je pense pas que je serais capable d'en nommer 10. Je serais peut-être capable de sortir 5 profils spécialisés comme ça, et probablement pas plus. Pour ce qui est des escortes soumises, en France, le nombre, il est dérisoire. Je pense pas que je sois capable d'en nommer 5, en tout cas dans celles qui s'affichent ouvertement. C'est un métier qui est extrêmement difficile, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a peu de personnes qui osent se lancer là-dedans. Ça paye relativement bien, mais quand on voit les risques, ça a de quoi faire hésiter. La domination, c'est quand même nettement moins risqué à ce niveau-là, même si c'est pas sans ses propres problèmes et dangers. En regardant en Angleterre, par exemple à Londres, j'en ai trouvé plus, et encore parce qu'il y en a pas mal qui sont en fait internationales, c'est-à-dire qu'elles naviguent d'un pays à l'autre. On peut en trouver plus, alors je saurais pas vous dire pourquoi on en trouve plus. Mais au fil de mes enquêtes, parfois je suis tombé sur des groupes de femmes soumises donc qui travaillaient plus ou moins ensemble, ou du moins qui collaboraient au niveau du site de rencontre et pour donner aussi des validations de clients, c'est-à-dire indiquer que tel client est fiable, pour dire à une collègue oui celui-là ça va, c'est pas un psychopathe qui va te couper en morceaux. Il y a quelques années, j'avais par exemple trouvé un cas comme ça où il y avait une quinzaine d'escortes de ce type-là, donc qui étaient plus ou moins présentées comme travaillant ensemble, c'est-à-dire elles étaient sur le même site en fait. Mais vous voyez, on reste quand même dans des nombres qui sont très faibles. Quant aux hommes soumis, j'ai déjà donné la réponse tout à l'heure, j'en ai vu passer 2 ou 3 profils et franchement, je me demande s'il y en a plus qu'une poignée.
En France en tout cas, je serais étonné qu'il y en ait plus qu'une poignée. Toujours donc chez ceux qui sont ouvertement présentés comme faisant ce genre d'activité. Et je pense pas non plus qu'il doit y en avoir beaucoup qui le font en amateur. Ça doit pas être fréquent non plus, je me demande même si ça existe. Mais là vraiment j'ai aucune info, donc je vous en dirai pas plus. En résumé, pour ce qui est donc du nombre de personnes qui font ce genre de choses, c'est pas très élevé. Vous allez me dire, c'est parce que c'est une demande qui est une demande de niche, mais en fait, ça l'est pas tant que ça quand on y réfléchit. Puisque, je l'ai déjà dit plein de fois, le BDSM c'est très répandu. Donc au final, on devrait avoir quand même plus de gens qui sont intéressés par ça, mais finalement, quand on y réfléchit, la plupart des personnes qui s'intéressent au BDSM, qui font du BDSM, ne font pas forcément des choses qui sont beaucoup plus que des petites choses de temps en temps pour pimenter leur relation. Donc ça va diminuer le nombre de personnes qui auront envie d'aller regarder si c'est possible de trouver un service comme ça qui est payant. Et je pense qu'un deuxième axe, c'est quand même que tout ce qui est BDSM, ça souffre encore beaucoup de tabous, d'idées reçues, etc. Donc ça a du sens, je pense, d'hésiter à aller voir quelqu'un pour faire ce genre de choses, parce que forcément, on va se dire « Hey, c'est risqué quand même, est-ce que la personne, elle va pas faire n'importe quoi, est-ce qu'elle va savoir s'arrêter, etc. » Comme la majorité des personnes qui font ça sont des hommes soumis qui vont donc payer une dominatrice professionnelle, il y a de quoi avoir des hésitations à ce niveau-là. Je pense que ça doit jouer, mais je saurais pas vous dire dans quelle mesure, bien sûr, il y a rien de scientifique là-dedans. C'est ma perception. Ça aurait du sens d'être hésitant, parce qu'on se dit, bon, je vais payer, mais je sais pas trop ce qu'elle va me faire, donc il y a de quoi hésiter. Et puis évidemment, vu que les tarifs sont plutôt élevés, ça a de quoi faire hésiter, et puis il y aura beaucoup de personnes tout simplement qui n'auront pas les moyens. Donc ça aussi, ça doit diminuer fortement le nombre de demandes. C'est déjà pas aisé pour de l'escorting classique, mais si en plus on parle d'escorting qui est sulfureux, entre guillemets, avec l'aspect BDSM, et qui est encore plus cher, ça a de quoi calmer beaucoup d'envie. Ce sera assez logique. J'espère que cet épisode vous aura aidé un petit peu mieux à comprendre la réalité des choses, qu'est-ce que c'est réellement que le travail du sexe dans un contexte BDSM. Je suis loin d'avoir parlé de tout, j'ai vraiment été plutôt superficiel, volontairement bien sûr. Mais je pense avoir déjà dressé un panorama qui donne une bonne idée quand même de ce qui se passe concrètement. Et surtout, le plus important je pense, de quels sont les types de prestations qui sont proposées généralement. Je sais pas si ce que j'ai dit vous a surpris ou surprise, peut-être que ça contredit fortement certaines des idées reçues que vous aviez, de façon normale, franchement j'irai pas vous en vouloir parce que c'est quasiment impossible d'y échapper, à part si vraiment on s'est renseigné sur le sujet. De tous les domaines du BDSM, je pense que le travail du sexe BDSM, c'est probablement celui qui alimente le plus de délire en fait, de fantasmes, d'idées reçues, etc. bizarres, de perceptions complètement à côté de la réalité, d'exagération, etc. Et comme, évidemment, c'est un sujet qui est assez peu abordé, et quand il est abordé trop souvent, c'est pour donner des jugements de valeur très négatifs, avec plein de soi-disant morales, etc., ça n'aide pas à comprendre de quoi on parle, et ça renforce toutes les idées fausses sur le sujet, évidemment. Et puis de toute façon, vous avez toutes les idées reçues sur le travail du sexe, le sexe payant de toute façon, qui sont extrêmement pesants, qui vont vraiment très profond. C'est vraiment surprenant à quel point les gens, y compris les personnes qui, de façon surprenante, qui font appel à ce genre de service, même des personnes qui connaissent a priori, ont des idées reçues et tout un tas d'idées fausses sur ce sujet. C'est assez surprenant, mais je m'en suis rendu compte avec toutes mes enquêtes qu'il y avait vraiment un gros problème à ce niveau-là. Enfin voilà, j'ai essayé de vous dresser donc un petit panorama, de vous présenter les grands aspects des choses, en mettant l'accent sur la réalité des choses, en contraste avec toute la fiction et tous les délires qu'il y a sur le sujet. Et pour finir, je vais juste dire une chose. Vous voyez, ce que je voulais faire percevoir aussi, c'est qu'il faut vraiment se méfier des idées reçues. C'est très facile de tomber dans des idées totalement à côté de la plaque, qui sont la plupart du temps négatives, pas forcément malfaisantes, mais ça peut être souvent des idées reçues qui sont en apparence positives, même si en réalité elles sont totalement négatives, mais ça on s'en rend pas compte. Bref, quand on parle de ces sujets, faut vraiment garder l'esprit ouvert et se méfier, parce que la plupart des informations qui vous seront fournies, que vous pourrez lire là-dessus, seront très éloignées de la réalité, très déformées, et dans certains cas, dans trop de cas, ce seront des idées malsaines de personnes qui sont anti-ceci, anti-cela, anti-tout en fait, et donc forcément qui propagent des idées qui sont complètement du n'importe quoi.
Mais le poids des préjugés est tel que c'est pas toujours aisé de remettre en question ce qu'on vous assène de tous les côtés. N'empêche que la réalité est assez fortement différente de tous ces stéréotypes, ces idées reçues, etc. J'espère que ma petite présentation vous aura aidé à remettre tout ça un petit peu d'aplomb et à remettre les choses à leur place. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Je suis à peu près sûr d'ailleurs qu'il vous aura plu et intéressé. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des commentaires, des idées d'articles pour mon site ou d'épisodes pour le podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site, univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Sur cette même page, vous trouverez aussi mon adresse email, si vous voulez m'écrire directement. Enfin, vous trouverez mon adresse email sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.